Donc, bonjour tout le monde, bonjour à vous. Bienvenue au Festival de BD, à la table ronde qui s'intitule « Histoire de résilience », où j'ai 3 invités avec moi aujourd'hui que je vais commencer par vous présenter. En espérant que je n'ai pas effacé la note dans mon cellulaire. OK, tout va bien. Donc, si vous me voyez sur mon cellulaire, je ne suis pas en train de texter, mais bien en train de regarder mes questions. Donc, j'irai dans la direction que nos invités sont assis. Donc, je commencerai par Héloïse. Héloïse Marseille est venue au monde en 1996, le jour de la Saint-Valentin. Elle fait de la BD de la main gauche depuis qu'elle est toute petite, mais déteste dessiner des garçons. Elle est... On va voir, elle va peut-être nous en parler. Elle est détentrice d'un baccalauréat en studio art à l'Université Concordia et dans ses temps libres, Héloïse peint, crée des murales avec sa sœur et prend soin de Mr. White, son chat sourd, fait du patin à roulettes, concocte des plateaux de fromage et regarde des films d'horreur. Donc, Héloïse a publié son premier livre, Confession d'une femme normale chez Pau Pau, cette année, dans les derniers mois. Donc, c'est une toute nouvelle nouveauté. Ensuite, Marcelo Quintanilla. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Presque. Presque. Parfait. Est né en 71 à Niterói, dans l'État de Rio de Janeiro. Je vais dire ça comme ça. Autodidacte, il commence sa carrière comme dessinateur dans la bande dessinée d'horreur, puis ensuite travaille dans le dessin animé pendant une dizaine d'années. Il travaille ensuite comme illustrateur pour de nombreux magazines et journaux brésiliens. Publie son premier livre en 1999, son premier roman graphique en 2015. Son plus récent roman graphique, Écoute, Jolie Marcia, a remporté le Fauve d'or au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2022, donc cette année. Et hier, le prix BDLIS étranger pour la même bande dessinée, donc félicitations pour ça. Depuis 2002, il habite et travaille à Barcelone. Pour notre dernier invité, Jean-Paul Ed a fait ses classes pendant 10 ans dans la revue Crow, où il crée le personnage de Jérôme Bigras. Adepte de la bande de l'humour absurde et de la méta-BD, il publiera quelques années plus tard l'album Le fond du trou. C'est ça. Avec la collaboration du dramaturge Claude Paiement, il va sortir plusieurs romans graphiques, en passant par la science-fiction, le récit d'époque avec, entre autres, La femme aux cartes postales qui avait été très remarquée. En 2021, sort Le petit astronaute, donc le dernier qui est ici, qui est un récit lumineux, émouvant autour de l'arrivée sur la Terre d'un enfant lourdement handicapé. Ce roman graphique a dernièrement remporté, entre autres, le prix des libraires dans la catégorie BD québécoise. Bienvenue à vous 3. Merci d'avoir accepté l'invitation à cette table ronde. Au titre un peu épeurant, mais j'espère que ça... Merci de m'avoir permis de vraiment me plonger dans votre œuvre puis de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Pour mettre la table, j'aimerais ça vous poser la question, dans le fond, dans votre travail, dans les dernières années où vous avez travaillé sur de la BD, vous avez travaillé sur plusieurs sujets, mais qu'est-ce qui vous motive à choisir un sujet plus qu'un autre? Et est-ce que c'est important pour vous que le sujet soit près de vous ou préférez-vous qu'il soit un peu à distance? Donc, je vous écoute, je vous lance cette première question. Ben, si vous voulez, je peux commencer. Moi, ça dérange ça si je le prends? Parce que c'est... OK, never mind. Moi, j'ai l'impression que, en fait, pour ma BD, vu que c'est mon premier roman graphique que j'avais fait, j'avais regardé sur Internet, genre, des conseils
pour comment écrire une histoire. Puis le conseil qu'il y avait le plus, c'était « write what you know ». Alors, je me suis dit que j'allais rester vraiment proche de mon expérience. Puis au début, ça avait commencé par un projet que je pensais pas que j'allais publier. Fait que c'est rapidement aller dans la direction genre très, 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 très personnelle. Puis honnêtement, pour moi, c'était vraiment thérapeutique de rester vraiment proche de ma vie puis de raconter ma vie de manière vraiment intime. Puis ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette BD-là. Puis mon but, en fait, c'était comme en partageant ces histoires-là, de faire du bien à d'autres personnes dans le... Tu sais, puisque ça parle beaucoup de sexualité. Puis que la sexualité, c'est tellement un sujet lourd et comme pas le fun, qui peut à la fois être tellement beau et genre merveilleux, mais qui peut à la fois être tellement lourd et difficile. Puis moi, ça m'a fait énormément de bien. Fait que là, je me suis dit que ça allait faire du bien aussi. Puis je pense que l'approche que j'avais eue pour moi, c'était pas... Ça peut être très traumatisant, je pense, de rester très proche de soi-même pour faire une œuvre artistique. Mais pour moi, je pense que je suis toujours allée dans des sujets avec lesquels j'avais fait la paix. Donc, pour moi, ça a été juste vraiment... Ça a fait du bien. Puis là, maintenant que ces histoires-là sont comme out there, ils m'appartiennent plus. Puis ça, c'est comme vraiment libérateur de comme... plus posséder, genre, cette honte-là par rapport à ces histoires-là. Puis c'est ça. Bonjour. Merci d'être venu. En fait, je peux dire que toutes mes histoires, elles sont basées pas seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie des personnes qui sont à côté de moi, qui sont pas loin. J'ai l'envie surtout d'écrire sur des choses que je peux comprendre, que c'était vécu pour moi à la première personne, que c'était vécu pour les gens que je connais à la première personne aussi. Donc ça, c'est les choses qui m'intéressent plus. Dans le cas de Koujalli Marcia, j'avais l'envie de faire une histoire autour d'une femme qui se prend une décision très difficile, une décision grave pour sauver sa fille. Une décision qu'on peut dire peut-être, mais vraiment une mère serait capable de se prendre une décision comme ça pour sauver sa fille. Mais je crois que, oui, parfois, et ça c'est quelque chose que c'est très à côté du thème qu'on sommes invités à parler aujourd'hui, que c'est le thème de la résilience. Mais parfois, une femme comme Marcia, la personnage du roman graphique, qu'il y a beaucoup de gens qui l'identifient comme quelqu'un fort, comme quelqu'un que c'est comme qui sait comme vivre une vie très difficile pour beaucoup de gens. La manière de comprendre ces personnages comme une femme forte vient de la raison de que parfois la vie ne donne pas d'autre choix que être fort. Parce que une des choses les plus importantes pour moi, c'était travailler exactement la fragilité de ces personnages dans un métier, dans un quartier, dans un endroit qui ne la laisse pas rencontrer sa propre fragilité. Donc voilà, c'est ça ma principale motivation pour écrire cette histoire en particulier. Et donc mon principale motivation pour écrire mes autres histoires aussi. Et voilà. Moi, je viens du domaine de l'humour initialement et je suis quelqu'un qui a appris beaucoup à cause de la méta-BD et tout ça à construire des récits. Donc, c'est presque un travail d'architecte que j'ai commencé à faire. J'ai toujours continué de travailler comme ça, donc vraiment pour l'œil du lecteur, et le créateur se tient très loin de la lentille, de la caméra en général. Donc, tout ça pour dire que de mon côté, l'autofiction, l'autobiographie, c'était pas du tout dans mon ADN, contrairement à beaucoup d'autres auteurs.
Et puis, quand est venu le temps de penser au Petit astronaute, qui est une histoire qui est très inspirée de ma propre vie, je suis le papa d'un garçon de 21 ans qui vit avec une paralysie cérébrale. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à raconter cette histoire-là? J'avais de la pudeur, une espèce de retenue à vouloir en faire la première idée qu'on a, c'est-à-dire de raconter l'histoire de l'auteur qui vit cette histoire-là. Et puis, en fait, ça m'a pris des années avant d'essayer d'imaginer par quelle lorgnette j'allais pouvoir raconter cette histoire-là sans faire de l'autobiographie pure et à me sentir obligé de respecter la réalité factuelle des choses. Fait que j'ai insufflé toute une espèce de poésie, de métaphore autour de l'espace de ce petit garçon-là qui descend d'une planète, en fait, qui tombe sur une planète qui n'est pas adaptée pour lui. Et j'ai aussi eu l'idée de raconter ça, au final, par sa sœur. Et donc, ça m'a enlevé un poids sur les épaules de dire, j'ai pas besoin de raconter ma vie et je vais me donner la liberté d'inventer des personnages composites, de m'inspirer de témoignages que j'ai eus autour de moi pour, au final, raconter quelque chose de beaucoup plus large que ce que j'aurais raconté si j'avais raconté ce qui m'est arrivé uniquement à moi. Et c'est un peu comme ça, en fait, que je m'en suis sorti. Et puis, au final, je suis assez content. Voilà. Ça a bien marché, en tout cas. C'est super intéressant. Vous voyez déjà qu'il y a comme 3 perspectives complètement différentes. Puis j'ai aimé dans ce que tu disais, je pense, Héloïse, tu disais, tu as parlé de ta propre vulnérabilité, tu sais, pas seulement celle du personnage, mais il y a un côté thérapeutique aussi à écrire sur ces sujets-là, pas seulement à les lire. Donc ça peut être, c'est intéressant comme piste aussi. Donc, je vais vous donner une petite citation sur la résilience. Donc, c'est Boris Cyrulnik, qui est psychiatre et aussi philosophe, qui nous dit que la résilience désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. Adversité est au singulier, mais ça pourrait bien sûr être au pluriel aussi. Est-ce que, tu nous en as parlé un peu, Marcelo, tantôt en disant que, dans le fond, on lit souvent puis on analyse les personnages comme étant forts et tout ça, mais dans le fond, ils n'ont pas d'autre choix. Mais je voyais beaucoup de justesse dans l'émotion, puis dans l'émotion, puis qui faisait que les gens, que ça fonctionne comme histoire, même si c'est pas proche de vous ou c'est proche de vous. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré de présenter les personnages de la façon dont vous l'avez fait, comment vous avez réfléchi, le rapport à la vulnérabilité, où Héloïse, tu y vas dans les premières pages, le personnage est littéralement nu, jusqu'où on va dans la vulnérabilité, puis à quoi elle sert. Puis est-ce que l'idée de la résilience résonne dans ce que vous avez voulu faire avec vos personnages? Grosse question. Attendez, je pense qu'il faut que j'y pense un petit peu. Ben oui. Bon, dans mon cas, c'est jamais un choix. C'est jamais un choix. J'ai pas l'intention de déterminer la manière comme l'histoire devrait être racontée. Mais je suis toujours ouverte à que la propre histoire me raconte la manière comme elle devrait être racontée. C'est pour ça qu'à chaque album, je change les styles de dessin, je change les couleurs, je change la manière de dessiner. À chaque album, je travaille pour réapprendre à faire le dessin,
parce que c'est une détermination de l'histoire, c'est un choix de la propre histoire. Donc, comme je disais, c'est pas forcément un choix, mais c'est une motivation surtout, une motivation de parler des gens, de parler des sentiments, de parler de la relation entre les gens. Une relation qui, à mon point de vue, c'est toujours médicée par la violence. La violence, elle est constante dans toutes les relations humaines. Par exemple, parfois, dire bonjour pour le matin, dépendant du contexte, peut être un acte d'extrême violence. Donc, je crois que la violence, elle est toujours présente, parce qu'il y a toujours une tension entre les relations humaines. Ça, c'est les choses qui m'intéressent plus quand je raconte une histoire. Donc, une fois que je pars de ça, les personnages, ils me donnent un chemin, ils me donnent une façon, ils me donnent une manière de les travailler tout le temps. Donc, je laisse toujours les personnages déterminer la manière comme ils devraient être représentés dans chaque histoire. Ce qui pour moi, c'est magnifique parce que donc je n'ai pas besoin de choisir beaucoup de choses. Est-ce que tu dirais que ton style est informé par la résilience, justement? Que c'est... Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si on peut utiliser les mots résilience pour ça. Ou l'émotion? Peut-être. C'est très difficile à dire ça parce que c'est pas quelque chose que je peux rationaliser beaucoup de temps. Parce que je crois que tous mes personnages sont d'une certaine manière une façon de moi-même. Même des personnages avec qui j'ai rien d'identification dans un point de vue idéologique ou moral. Mais je crois vraiment que je peux comprendre à tous mes personnages. Et voilà, c'est pas exactement la résilience, parce que avec la résilience, parfois, tu crois que tu n'as pas d'autre choix. Mais oui, quand tu es un auteur, tu as beaucoup de choix. Donc, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Oui, je vois. Oui. Je pense, pour un peu suivre la ligne que tu as commencé, je pense au début, j'aurais dit que la résilience, c'était pas nécessairement un choix, mais je pense que tu m'as convaincu, en fait, que au final, tout le monde a certains niveaux de résilience parce que tout le monde a ses propres traumas qu'on est obligé de vivre. Ben moi, c'est comme un truc en dessinant ma bande dessinée que j'ai un peu réalisé par moi-même. Puis ça, c'est un truc que je m'attendais vraiment pas. Tous les apprentissages que j'ai faits en dessinant, comme j'avais écrit le texte, puis là, j'allais comme le traduire en dessin. Puis même là, des fois, j'allais prendre des directions différentes parce que ce qui est bizarre... OK, excusez, je prends genre plein de directions différentes, mais ce qui est bizarre quand tu écris sur ta propre vie puis que tu racontes des faits qui te sont vraiment arrivés, c'est que ton histoire est jamais terminée et que j'ai dû un peu créer mes propres genre lignes genre littéraires pour que l'histoire ait du sens, mais rester vrai à ma propre vie. Puis quelque chose qui est arrivé qui était quand même drôle, c'est que ma vie, genre sans que je fasse rien par exprès, mais que ma vie a elle-même genre un peu boucler la boucle que je trouvais qui était parfaite pour genre la narration de mon histoire et un peu pour aller avec le thème de comme la honte et genre la résilience face à la honte. Puis je pense que quand t'as posé la question, moi je m'étais dit, je pense que moi j'avais choisi d'être résiliente, mais finalement je pense que t'as raison en fait, que t'as juste pas le choix, que c'est une manière de survivre en fait, puis que on a toutes en fait pas le choix. Puis je trouve ça intéressant d'avoir cette réalisation ce matin à 10h, un samedi. Oui, en fait, moi, j'ai pas beaucoup pensé à ce sujet-là en le faisant, mais je me rends compte qu'en fait, c'était quand même un sujet important dans Le Petit Astronaute. Je pense que si on parle de résilience, les personnages,
il faut aussi souligner leur fragilité. Les personnages ne sont pas des héros unidimensionnels et ils ont des failles, et c'est ce qui fait qu'en fait, ils vont être capables de surmonter ça pour arriver à, comme vous le dites, la résilience est quelque chose auquel on est... je veux dire, on ne sait pas combien on sera résilient avant d'être devant un dilemme ou devant... Voilà. Alors, dans le cas de la famille donc, qui va accueillir cet enfant-là handicapé, moi, c'est sûr que initialement, moi, la pire chose que je peux entendre, honnêtement, quand je me promène avec mon fils, tout ça, c'est de me dire « Ah, comme vous êtes courageux ». Je suis pas courageux. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Si j'avais eu le choix, oui, mais moi, dans je fais ce que je devais faire. Et, en fait, probablement que beaucoup de gens auraient fait la même chose, mais on ne le sait pas jusqu'à temps qu'on soit rendu là. Alors voilà, donc quand on écrit un récit comme ça, ce qui est important de montrer aussi, c'est que la résilience vient avec des trucs à surmonter. Moi, dans mon cas, il y a un couple qui est là, c'est Pénélope et Miguel. Et les deux, on les suit avec chacun leur force, chacun leur faiblesse qu'ils doivent surmonter. On a une Pénélope qui a absolument besoin de savoir vers quoi elle s'en va et elle a un enfant qui a un diagnostic et on ne sait absolument pas où il va aller. Est-ce qu'il va se mettre à parler? Est-ce qu'il va marcher? On n'en sait rien. Miguel, lui, c'est le contraire. Il est au jour le jour. Il ne s'attarde pas à ça, mais en même temps, c'est difficile de prévoir la vie. Alors, tous les deux ont quelque chose à travailler et en fait, ce qui est fabuleux aussi avec ces récits-là où on est confronté comme ça à devoir se dépasser, c'est qu'on se construit. Les personnages vont se construire autour de ça et vont devenir d'autres personnes à cause de l'expérience qu'ils auront vécue. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je voulais amener dans l'album. C'est vraiment beau. Je prenais 2 secondes pour le laisser atterrir. Vous avez les 3 nommés que vos personnages n'avaient pas le choix ou vous n'aviez pas le choix, fait que c'est pas une décision qui a été prise de se positionner par rapport à l'adversité. Aussi, quelque chose qui est sorti, c'est la honte. Le rapport à la honte. Est-ce que c'était... comment, justement, la représentation a été informée par ce désir de, justement, sortir de la honte? Est-ce qu'il y a certains choix par rapport à la couleur, par rapport à la représentation du personnage qui résonne avec, justement, montrer des sujets qui sont associés à la honte, habituellement? Je pense que ce qui est vraiment difficile avec la honte, pardon, c'est que souvent, c'est comme un secret, puis que c'est quelque chose qui t'appartient, puis qui est très, très, très... que tu vis de manière vraiment, vraiment solitaire. Je fais beaucoup de projections, là. Je parle beaucoup pour moi, comment j'ai vécu, là. Puis, je pense que c'est une des choses les plus difficiles, que ça peut prendre toute la place. Et même si ça prend toute la place, c'est absolument individuel comme expérience. Puis, moi, visuellement, comment j'ai montré ça dans mon roman, c'est qu'il y avait beaucoup de gribouillis, genre, autour des têtes des personnages. Puis pour faire les cheveux, des fois, c'était comme contenu dans le cadre du dessin des cheveux, puis des fois, quand la honte devient comme trop intense, tu vois que ça va comme sortir du cadre. Puis moi, je trouvais que c'était une manière que pour moi, ça le représenterait très bien de moi, comment je le vivais, que c'est comme... T'as la tête complètement mêlée, puis c'est comme un peu cette absence aussi, j'ai l'impression, d'amour-propre et un peu d'absence de comme compréhension envers soi-même. Puis je pense que c'est ça qui est, pour moi, qui a été le plus difficile à me battre un peu contre ma honte. Je pense que, honnêtement, je pense que c'est un problème du passé pour moi, pour
la plupart des choses de ma vie, mais tu sais, je parle beaucoup de mon adolescence puis de l'adolescence en général, que là, je pense c'est le moment de ta vie où la honte, c'est comme un sujet du quotidien, puis que ton corps change, tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Tes pères, souvent, tu veux avoir l'air cool, tu veux belong. Puis je pense... Ouais, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec cette pensée, mais juste que... Je pense que quand on arrive à un âge plus adulte puis qu'on réussit un peu à vaincre ces combats-là, là, t'as plus d'empathie aussi envers toi-même que t'as pas quand t'es plus jeune, puis que t'arrêtes un peu aussi de jouer le rôle d'être qui t'es pas pour être, genre, accepté. Puis, ouais, c'est ça. Puis t'as décidé aussi d'utiliser des couleurs qui sont très frappantes aussi. Tu sais, on est en blanc, bleu et rouge, quand même. C'est pas du dessin discret, c'est totalement assumé. Fait que c'est très chouette. Est-ce que la représentation de la honte, sortir de la honte, comment ça se fait? Bon, je peux dire par exemple que Marcia, c'est un personnage qui a un corps très normal dans la réalité où elle est vivant. Mais qu'on voit peu. Des types de corps qu'on voit peu aussi sur la couverture d'une bande dessinée. Dans la vie, on en voit, mais dans les représentations médias et tout ça. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai vraiment envie de représenter les gens avec de la manière la plus crue que je peux. Marcia, c'est une femme qui sait prendre une décision très difficile pour sauver sa fille. Oui, c'est vrai. Mais elle seulement peut le faire parce que quelques mois avant, elle avait rencontré sa propre humanité grâce à une musique qu'elle rencontre dans un jour. Une musique qui a son propre nom. Qui fait que les personnages de Marcia un peu repensent sa position dans la vie, sa manière de voir la vie, fait que ces personnages rencontrent sa propre humanité. Parce que je crois vraiment que l'art a la possibilité de nous donner une rencontre avec notre propre humanité. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a déterminé la manière dont Marcia pense sur elle-même. Les couleurs de l'album, elles sont mauvaises, elles sont complètement différentes de la réalité. Les peaux des personnages ont des couleurs différentes et tout ça. J'ai travaillé avec une palette très limitée de 28 couleurs pour faire tout l'album. Mais j'avais l'envie de travailler aussi une espèce de métaphore sur la déconnexion de la réalité qu'il y a aujourd'hui, sur une façon importante de la société actuelle, pas seulement au Brésil, qui fait peut-être que les gens comme Bolsonaro ou Trump, c'est les présidents de son pays dans ces moments. Et mon intention, c'était de faire une espèce de métaphore sur ce type de déconnexion de la réalité qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que les colères, les colères ne correspondent pas à sa représentation dans le monde réel. Oui. Je voyais aussi les grands plans, les espèces d'arrêts sur image. Je trouvais ça très cinématographique. Puis c'était tout le temps des moments introspectifs où la personne réfléchit sur ce qui se passe, puis il y a un changement à l'intérieur d'elle. Donc, puis en tout cas, ça revient à peu près 4-5 fois dans l'album où il y a un ralentissement, une grande planche.
c'est tout à fait magnifique. Puis là, justement, on voit une espèce de renaissance ou un moment fort pour le personnage. Oui, c'est vrai. Et Marcia, elle sait aussi que son type de corps, il n'est pas représenté dans la média, on peut dire quelque chose comme ça. Mais elle sait de tout ça. Et même de cette manière, elle avait la possibilité de rencontrer elle-même grâce à une pièce d'art. Que bien sûr, c'est une de mes musiques préférées. Oui. Ben, je trouve ça super intéressant, les deux. Moi, je veux juste dire un petit commentaire. Ton livre, Héloïse, pardon. Voilà. Je savais que j'allais me tromper. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça, en fait, très intéressant, le fait que tu racontes justement ça à travers les hontes reliées à la sexualité. Puis j'ai trouvé que c'était un scénario qui était fabuleusement bien... un sujet très bien cerné, en fait. Voilà, et puis voilà. Bref, moi, la honte, on en parle un peu, mais c'est pas le sujet principal du petit astronaute. Il y a une espèce de forme de honte qui est attachée au fait d'accepter le diagnostic. Quand il y a un diagnostic qui arrive comme ça, quand on a un enfant dans une société très compétitrice comme la nôtre, où dès le plus bas âge, on calcule les mois et « Oh, le mien, il est capable de marcher à tel âge et il mange du solide à tel mois. » Et puis voilà. Alors, quand Pénélope et Miguel vont se rendre compte qu'en fait, leur enfant est hors compétition et il n'est pas capable de suivre ça, c'est un chamboulement. Et il y a, c'est sûr, une espèce de forme de honte où il faut accepter le diagnostic. Et l'ultime étape, ça va être de l'annoncer, ça va être de le dire, juste de le verbaliser. Et j'ai une scène dans Le Petit Astronaute qui est dans une cour d'école. C'est la journée de la rentrée de sa grande sœur. Alors, eux autres, c'est une nouvelle maison, une nouvelle école. Ils ne connaissent personne dans la cour d'école. Les enfants se retrouvent, mais la petite, évidemment, elle ne connaît encore personne. Et ils sont avec le petit frère qui, lui, est en poussette. Et quelqu'un va finir par demander ce que les parents redoutent. Et ils vont aller voir le petit Tom et lui demander « Mais pourquoi toi, tu ne vas pas jouer avec tous les autres? » Et la maman n'aura pas le courage de dire qu'en fait, il est handicapé. Et elle va simplement dire à la dame « Non, arrêtez, il est dans la lune, un point, c'est tout. » Et là, ça va créer un froid. Et au final, la personne qui va les ramener à l'ordre, et c'est comme ça dans l'histoire beaucoup, c'est une enfant, en fait, c'est la petite, donc la grande sœur, qui va simplement dire à sa maman, « Pourquoi tu leur dis pas que Tom est handicapé? » Et en fait, à travers toute cette histoire-là, c'est beaucoup la parole des enfants qui va en fait nous ramener à l'essentiel. Qui disent les choses comme elles sont. Ils disent les choses comme elles sont et ils accordent l'importance que les choses ont et on déconstruit des idées préconçues qu'on a avec le temps concernant le handicap, mais concernant des tas d'autres choses, une espèce de forme de discrimination silencieuse. Et donc c'est ça, mais je pense que combattre la honte dans le cas d'un deuil, entre guillemets, quand on a un enfant qui vit avec un handicap, c'est une étape. Après ça, il va y en avoir d'autres éventuellement. Mais donc, je dirais que c'est surtout ça. Sinon, j'ai pas eu au niveau graphique, de façon particulière de l'illustrer, sinon qu'à travers le jeu des comédiens, le jeu et les comédiens de papier, c'est quelque chose que j'adore diriger parce que mettre les silences au bon endroit, que tout passe dans le non-dit, dans les visages, dans ce qu'on décide de montrer à la caméra, entre guillemets, il y a beaucoup qui va passer là-dedans parce que la honte, elle est très souvent silencieuse. Tout à fait.
Ouais, tu parlais d'une scène, puis je pensais à une autre. Je pensais que tu pensais à la même que moi, mais il y a une scène où on arrive dans la nouvelle école de Tom, puis justement, une école où tous les enfants sont handicapés, qui ont des handicaps différents. Puis après, je me souviens plus, mais il y a un adulte qui dit « Ah, ça m'a bouleversé quand même. Est-ce que la honte pourrait être là, tu sais, dans apprivoiser son sentiment, tu sais, d'inconfort par rapport à l'handicap, puis à accepter que ces émotions sont là, mais comme de le concevoir comme une nouvelle réalité aussi. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une super... une scène tout à fait touchante, puis où j'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui se retrouvent la première fois qu'on est mis devant... qu'on voit des personnes qui sortent de la norme, justement, ce moment de réaction, un peu de réaction vulnérable, là, de réaction genre « Ah, j'ai une émotion, j'ai un inconfort par rapport à ça », tu sais. Ouais. Oui, en fait, tout le monde vit ça. Tout le monde. Et puis là, c'est une scène très particulière parce que le petit groupe de la garderie, dans les derniers jours de la garderie, vont aller visiter l'école de Tom, l'école où lui va aller, alors que tous les autres vont aller à leur école de quartier. Et pour la première fois même, ces enfants-là vont devenir les enfants différents à l'école. Ils vont se faire regarder d'un œil un peu étrange. Qu'est-ce que vous faites là? Et l'éducatrice va donc dire oui, ça me bouleverse un peu de voir autant d'enfants que ça. Et en fait, c'est un peu normal, je comprends, parce que cette scène-là, en fait, elle a été vécue. Moi, je l'ai vécue, cette scène-là. Et avec l'éducatrice en garderie qui était avec nous et qui, tout à coup, en voyant une école pleine de petits garçons, de petites filles avec des marchettes, des déambulateurs, c'est sûr que ça donne un choc parce qu'on a tendance à se projeter dans le fauteuil roulant qui est devant nous. Et par le fait même, à vivre quelque chose que ces enfants-là ne vivront pas, c'est-à-dire le deuil de notre vie. On se voit et on se dit, mon Dieu, quel deuil j'aurais à faire si je me retrouvais dans ce fauteuil-là. Sauf que, particulièrement dans le cas de ces enfants-là, qui, dans la grande majorité, sont nés avec des limitations, ils n'ont eu aucun deuil à faire. Quand nous, on a eu le diagnostic pour mon fils, ça a bouleversé la famille, terrible onde de choc, mais la seule personne pour qui ça n'a rien changé dans l'œil du cyclone, c'est mon fils, qui, lui, attendait son biberon dans 1 heure. Voilà. Oui, c'est clair. J'avais envie de vous entendre aussi sur un autre aspect du travail de la bande dessinée. Vous utilisez tous et toutes des aspects réels de la vie, des aspects historiques, que ce soit des aspects historiques, des aspects biologiques, des aspects même, comment on dit, par rapport aux maisons, la géographie et tout ça. Est-ce que votre partie de la recherche, comment ça se passe? Est-ce que c'est une partie que vous aimez? Est-ce que c'est important pour vous que ça soit... que ça concorde avec la réalité? Ou quel genre de recherche vous faites autour de vos sujets? Je peux commencer. Moi, je fais de l'illustration historique d'époque. Je suis en même temps illustrateur. J'ai fait La femme aux cartes postales, donc énorme recherche du Montréal des années 50. Je suis tombé un peu, je dirais pas dans la marmite, mais dans le plaisir de chercher mes références, etc. Pour Le Petit Astronaute, j'ai vraiment voulu mettre un véritable décor derrière, que les gens reconnaissent l'appartement où ça se passe. Pour les gens qui connaissent Montréal, savent très bien quel genre d'appartement c'est, qu'on reconnaisse même le quartier, éventuellement, pour ceux qui l'auraient déjà visité. C'est une manière pour moi particulièrement dans cette histoire-là, qui est une histoire où on raconte une histoire exceptionnelle,
d'une famille, comme il y en a beaucoup, mais qu'on ne voit pas pour toutes sortes de raisons, parce que leur enfant a besoin de services très particuliers et ils sont un peu ostracisés dans notre société de par les services qu'ils ont dans leur système, le système scolaire, le système de transport, etc. Donc, je voulais m'assurer que ça ne devienne pas une espèce d'histoire un peu abstraite ou générique et de les mettre sur les trottoirs où les gens marchent devant des maisons que les gens connaissent. C'est une manière de sous-entendre que c'est votre voisin. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça important. Maintenant, la documentation au niveau plus de l'histoire comme telle, là aussi, moi, je me devais d'être assez juste. Peut-être qu'il y a des endroits où je me suis trompé, mais dans le cas précis du petit astronaute, là, c'est un livre qui parle d'un sujet. D'ailleurs, j'ai reçu une quantité de témoignages, tous plus bouleversants les uns que les autres. Je vais continuer à recevoir toutes les semaines. Il y a des gens qui me disent, des gens, donc des grandes sœurs, des petits frères, des papas, des mamans, des parents qui ont eu des enfants, qui sont décédés, des parents qui viennent d'avoir des diagnostics, etc. Et on me dit, c'est la première fois qu'on se voit représenter, qu'on voit représenter ce que c'est notre vie. Et là, je me disais, oui, probablement, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est un sujet dont on ne parle à peu près pas. Et là, tu as une responsabilité. Tu as une vraie responsabilité parce que c'est un livre qui, et puis là, ben, c'est confirmé, c'est un livre qui devient une espèce de référence dans un petit milieu, mais le petit milieu de la rééducation, de l'intégration en garderie, etc. Donc là, c'est important que je dise les vraies choses. Hein? Et puis c'est pour ça que donc, j'ai fait quand même pas mal de recherches. Super intéressant. En fait, je ne fais jamais de recherche pour faire une histoire spécifique. Parce que... C'est une blague? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Okay. Je ne fais jamais de recherche pour faire une histoire spécifique. Okay. Parce que je fais des recherches sur la vie brésilienne et sur la culture brésilienne. Chaque jour, c'est mon intérêt personnel. Donc, j'ai beaucoup de documentation tout le temps sur le Brésil. Donc, il ne faut pas de faire une recherche de plus pour chaque histoire. Parce que je travaille surtout sur la vie du Brésil. J'ai aussi l'intérêt de récupérer un graphisme qu'on peut identifier comme particulièrement brésilien, qui vient de la presse du 19e. Vient aussi de métiser les influences du baroque brésilien, surtout dans mes premiers albums. J'ai un intérêt très fort pour tout ce que c'est la représentation du Brésil que j'ai connue à la première personne. Et des choses qui s'est développées historiquement jusqu'à arriver à tout ce que j'ai connu à la première personne. Ça, c'est les choses qui m'intéressent plus. Mais dans le cas de Marcia, il y avait d'autres influences que pour moi c'est très intéressant de dire aussi, qui ne viennent pas de la réalité, mais viennent d'absurde. Surtout de l'œuvre de quelqu'un comme Beckett et le théâtre de l'absurde. Concrètement, une œuvre qui s'appelle On attend de Godot, que c'est une des plus fortes influences de Kojali Marcia, parce que l'absurde, il ne se réalise pas dans le terrain de rêve comme le surréalisme et tout ça, mais oui, dans le terrain de la réalité. Et je crois que Marcia, elle vit des situations très, très, très absurdes. Oui. Mais ils sont absurdes d'une certaine manière qu'on peut dire oui, c'est vrai, c'est absurde, mais ça peut se passer. Et voilà, ça c'était une des principales influences pour écrire cette histoire, qui est, on peut dire comme ça, c'est ajouté à ma manière naturelle de penser ou de créer ou de rechercher pour faire une histoire. Pas pour faire une histoire, mais pour rechercher normalement.
J'ai l'impression que ça va ressembler peut-être un peu plus à ce que le genre de recherche que tu fais, une recherche qui est comme dans le quotidien, qui est dans le vécu. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. En fait, moi, c'était important pour moi d'avoir une petite place de Montréal dans ma BD parce que moi, j'ai toujours vécu à Montréal. Je suis un island baby, comme on dit. Et... mais je pense il y avait pas c'est pas comme constamment présent dans toute ma bande dessinée comme toi par exemple, mais je pense que ce qui s'est un peu fait tout seul au fur et à mesure que je dessinais ma BD, c'est que t'as certaines scènes où t'as un décor qui est vraiment dessiné comme avec beaucoup de détails pour pouvoir le reconnaître, puis c'est souvent dans des moments vraiment importants dans la bande dessinée. Fait que, par exemple, à un moment donné, j'avais dessiné comme l'hôpital Sainte-Justine, j'avais dessiné mon école primaire et secondaire, full en détail. Comme moi, un de mes buts, c'était comme j'avais envie que les filles, puis c'était une école juste de filles catholiques privées, uniformes, tout ça. Et j'avais vraiment envie que les filles avec qui j'avais partagé mon secondaire puissent le reconnaître. J'avais aussi dessiné à un moment donné le Mont-Royal, puis c'était tout le temps dans des moments quand même marquant puis important de ma vie où tu avais des lieux que tu pouvais reconnaître. Puis sinon, les autres lieux... Puis ça, par après, avec du recul, je pense que je réalise que c'était peut-être une manière de me protéger moi-même et qu'il y a plusieurs lieux que j'ai, souvent comme à l'intérieur de maisons ou d'appartements, que j'ai complètement inventés parce que ça racontait des choses quand même difficiles qui m'étaient arrivées ou que c'était juste... Sur le coup, quand venait le temps de le dessiner... J'ai essayé, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'essayais de dessiner l'endroit de manière fidèle à comment c'est arrivé, puis que c'était juste, j'étais comme tellement pas satisfaite, puis ça me faisait sentir comme vraiment pas bien, puis j'avais comme vraiment pas de plaisir du tout à dessiner, puis pour moi, c'est vraiment important là, d'avoir beaucoup de plaisir dans quand je crée. Puis qu'après ça, j'ai juste tout recommencé. Puis ça avait fait ça aussi quand j'avais fait justement le dessin de mon école secondaire, que je l'ai redessiné plusieurs fois parce que je trouvais que c'était pas assez fidèle. Puis ça, c'était un sentiment un peu plus positif là, que ce que je viens de raconter, mais que je trouvais que c'était pas assez fidèle, puis que c'était pas assez warm, genre, comment je le dessinais, parce que même si ça a été quand même un endroit où j'ai vécu quand même des choses pas le fun, ça reste un endroit que je regarde avec du recul, avec beaucoup d'amour, et que je voulais représenter ça visuellement, puis que sûrement que personne d'autre que moi le voit comme ça, que genre vous voyez tous mes dessins différents, puis c'est pas mal la même chose, mais pour moi c'était comme important de comme, tu sais, je sais pas, que ce soit plus invitant, parce que j'avais rajouté genre beaucoup plus comme de verdure, genre j'avais rajouté les arbres, comme des détails que moi qui m'avaient vraiment marqué dans mon enfance, que je trouvais important, puis ben sinon, c'est ça. Je pense qu'un des lieux qui est vraiment fidèle, c'était mon appartement, mon premier appartement, que ça aussi, c'est un endroit que je regarde maintenant avec beaucoup d'amour et genre de plaisir. Puis même chose que pour mon secondaire, qu'il y a des trucs pas le fun qui sont arrivés. J'ai l'impression, pour moi, c'est dur de parler de ça parce que ma BD est tellement, genre, personnelle. Je trouve ça comme difficile de parler de certaines choses dont je parle à l'intérieur, mais je pense qu'il y a beaucoup des espaces qui sont des espaces un peu comme métaphoriques, plus. Même si c'est pas dessiné de manière abstraite, c'est dessiné de manière vraiment représentative, mais que pour moi, il y a comme des petits détails qui veulent dire beaucoup de choses. Pour moi, comme un truc qui revient quand même souvent, c'est des espaces où il y a qui ont des énergies vraiment négatives, qu'il y a beaucoup genre de joints à moitié fumés par terre, parce que moi, quand j'étais une jeune adulte, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le cannabis. Et fait que pour moi, tu sais, quand t'es un lecteur qui voit ça, peut-être que tu le remarques pas, mais pour moi, c'est quelque chose qui représente genre quelque chose de très négatif et beaucoup de mauvaises émotions. Puis c'est ça. C'est super intéressant. Je veux pas être égoïste, donc j'irai voir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. C'est une question de débutant, OK? Mais c'est parfait. Mais est-ce que vous toujours désignez avec l'intention cinématographique, avec l'œil du caméra, ou vous prenez aussi quelquefois un point de vue plus de qui vivent et qui regardent les gens autour, ou aussi en façon plus de vos références dans le monde du BD, les anciens maîtres, parmi les autres choses?
Moi, je pense pas que c'est une question de débutant du tout. Je pense que c'est vraiment bonne. C'est vraiment une bonne question. Ben, je pense, pour moi, moi, je suis une fan finie de cinéma et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre la bande dessinée et le cinéma. Comme juste pour faire un film ou une émission ou n'importe quoi qui va se retrouver sur un écran, ils font... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est comme des dessins de chaque plan qu'ils vont faire, puis on dirait vraiment des bandes dessinées. Un storyboard, exactement. Puis on dirait vraiment des bandes dessinées, puis tu peux le lire comme une bande dessinée. Puis je pense que moi, beaucoup de mon inspiration vient du cinéma pour ma manière de représenter. C'est très rare que je vais faire des cases en POV, tu sais, que tu vois au travers des yeux d'un autre personnage. Fait que moi, c'est très souvent comme, j'imagine un peu qu'il y a comme une caméra dans la pièce. Fait que moi, personnellement, un truc que j'aimerais travailler dans mes projets futurs, c'est un peu de jouer, parce qu'avec la bande dessinée, ce qui est incroyable, c'est que tu peux tellement jouer avec inventer les espaces, puis créer des espaces qui pourraient pas exister dans la réalité. Il y a un auteur, Brecht, que j'ai oublié son prénom, qui joue beaucoup avec ça, que lui, il crée des pages, double pages complètes, où c'est juste des... comme il représente beaucoup des clubs à Berlin, où c'est juste genre des escaliers, puis des étages qui se mélangent ensemble, puis des personnages que tu vois au travers des murs, puis que lui, il fait ça à la perfection, puis tu te perds pas dans ses dessins, puis c'est facile, tu sais, de se perdre, puis... Moi, je pense que c'est quelque chose, une direction dans laquelle j'aimerais aller, parce que moi, j'ai l'impression que je reste un peu trop dans la réalité, alors qu'avec la bande dessinée, tu peux vraiment jouer avec ça, ce qui est full fun, visuellement. Est-ce que tu parles de Brecht Evans? Oui. Ouais, c'est oui, ça. exactement. Pour vous? Moi, je pense jamais dans la relation entre la bande dessinée et le cinéma. Je crois pas du tout sur ça. Je sais qu'il y a une manière de penser la bande dessinée qui vient de cette manière de comprendre la bande dessinée avec laquelle je suis jamais d'accord. Mais qui vient aussi quand dans les années 60, quand c'est commencé à se formaliser une étude sur la bande dessinée, donc il y avait beaucoup de références que la critique il a ajouté, des références qui viennent du théâtre, du cinéma, surtout du cinéma, pour créer un vocabulaire plus officiel sur tous les codes qu'on travaille, qu'on fait la bande dessinée. Mais non, je ne crois pas qu'il y a une relation réelle avec le cinéma. Moi, j'ai jamais écrit, j'ai jamais fait une bande dessinée. Quand j'ai fait une bande dessinée, j'ai jamais imaginé que j'ai fait quelque chose pareil au cinéma. J'ai beaucoup d'influence du cinéma, mais comme j'ai beaucoup d'influence de la littérature aussi et du théâtre aussi, parce que tous les arts ils s'influencent tout le temps. Et oui, j'aime beaucoup des anciens auteurs et les jeunes auteurs aussi. Il y a un auteur qui pour moi c'est quelqu'un vraiment spécial, que c'est un Américain qui s'appelait Roy Crane. Il n'est pas très connu, mais pour moi, c'était quelqu'un qui un peu comparé un peu comme Vermeer, le peintre hollandais, parce que tous les deux, ils utilisaient son matériel et on peut identifier clairement son matériel, les matériels qu'ils utilisent pour faire la bande dessinée, dans son dessin, dans ça, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup d'influence de quelqu'un comme Jacobs aussi, ou François Bou, qui sont des influences très, très fortes dans mon travail. Oui, voilà, c'est un peu la manière comme je travaille. Alors moi, je viens de l'humour. J'ai touché beaucoup à la méta-BD, donc la bande dessinée qui joue avec les codes de la bande dessinée. Donc on était très, très loin du cinéma et je dirais même que j'en faisais une fierté. C'est-à-dire que j'allais déconstruire le code de langage de la bande dessinée avec des pages, en ramenant en fait la tridimensionnalité de la page qu'on peut tenir devant une source lumineuse, lire par transparence, la tête en bas, des cases qui ne sont pas dans le bon ordre, etc.
j'ai joué vraiment dans ce carré de sable-là, beaucoup. Mais de plus en plus, je m'en vais vers quelque chose de plus réaliste et même si je suis d'accord avec le fait que le lien systématique avec le cinéma, entre la bande dessinée et le cinéma, pour moi, ça ne va pas de soi. Mais dans mon cas, surtout avec l'arrivée du roman graphique qui nous laisse la place et le nombre de pages qu'on veut, moi, ça m'amène... en fait, c'est un personnage qui est au cinéma, qui est propre au cinéma, qui est là dans toutes les cases, il est omniscient, c'est la caméra. La caméra, et c'est le personnage qui est là tout le temps et qu'on ne voit jamais. Et le mouvement de caméra, par exemple, c'est quelque chose que j'essaye d'induire dans mes scènes en donnant cette impression-là de rentrer dans les cases avec une succession. Par exemple, je me suis inspiré d'une espèce de scène de drone pour ouvrir l'album où on survole en fait Montréal pour arriver finalement dans le lit à barreaux d'un bébé dans sa chambre. Mais tout ça, c'est inspiré du cinéma, c'est inspiré justement de ces mouvements de caméra-là. Et quand on est auteur de BD, on a une quantité astronomique de chapeaux sur la tête. On joue tous les rôles. On dirige évidemment les comédiens. On est à la fois caméraman, entre guillemets. On fait la mise en scène. On est éclairagiste. On est quelquefois scénariste, dialoguiste, etc. Et dans tous ces métiers-là, il y en a beaucoup qui se rapprochent, je dirais, du cinéma. Et j'ai de plus en plus tendance à penser les scènes que je fais comme une espèce de mise en scène en 3 dimensions plutôt qu'en 2D. Et de me dire, voilà, le couloir est là, moi je suis là, la source lumineuse est ici, et je vais travailler beaucoup la lumière, moi dans mon cas, parce que la lumière rajoute énormément d'informations qu'on ne voit pas nécessairement. Une ombre portée, par exemple, comme on le verrait au cinéma, va sous-entendre que derrière la caméra, il y a un objet ou qu'il y a un mur, etc. Ou de surexposer quelque chose pour sous-entendre la température qu'il fait. Et tout ça, c'est quelque chose en fait, qui est quand même beaucoup influencé par les codes du cinéma. Au niveau des influences, je pense pas que j'en ai beaucoup. En fait, j'ai un spectre assez large et ça vient avec des problèmes, c'est qu'on est une éponge. Et si je me mets à découvrir quelqu'un, je vais même sans m'en rendre compte essayer de faire pareil et je vais un peu m'éloigner de ma façon naturelle de faire les choses. Ce qui fait que j'essaye plutôt de me laisser aller et mon style va prendre le dessus pour raconter l'histoire et au final, c'est ce qui va être le plus homogène. Alors, c'est mon cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, en fait, je vais aller prendre des trucs, je vais aller voir des dessinateurs, par exemple, regarder, voilà, il prend ça, il prend tel genre de palette de couleurs, c'est intéressant. Mais de là à me dire que je vais vraiment volontairement prendre une influence pour la mettre dans mon dessin, ça ne donnera pas quelque chose d'homogène, en fait, parce que de plus en plus, les bandes dessinées sont longues. De tenir ça et de digérer ça pour en faire quelque chose d'homogène, moi, j'ai de la difficulté. Alors, je préfère le faire de me laisser aller, en fait. C'est super. C'est ce qui va pas mal conclure notre discussion. Je vais vous remercier vraiment pour vos livres. C'est des livres vraiment exceptionnels que j'espère que vous aurez la chance de découvrir. Des livres qui sont qui présentent des personnages très incarnés, qui sont tout à fait justes sur le plan de l'émotion et très différents sur le plan graphique. J'espère que ça vous a fait réfléchir autant que nous. Puis je pense que vraiment la discussion qu'on a eue
eu nous donne vraiment plusieurs pistes. On est dans une société qui réfléchit beaucoup à la représentation, à justement à diversifier les sujets qui sont représentés, mais je pense que justement de le prendre sur le plan de la résilience, puis dans les propos que vous avez eus aujourd'hui, ça nous permet de voir qu'on peut représenter justement l'altérité, qu'on peut représenter des communautés qui sont minorisées ou des parcours dont on parle peu et sortir de la victimisation, puis qu'on peut aller à travers justement la résilience donner des modèles qui sont très forts dans la bande dessinée. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.